Nous démarrons la une de ce 22 mai par La Nation qui titre en manchette Assemblée nationale, les commissions techniques permanentes constituées. On peut également lire à la une du quotidien démission de 4 ministres, députés, de 4 ministres élus députés. Et puis à la une du quotidien La Nation, appropriation du droit communautaire de l'UMOA, divers acteurs s'informent sur les compétences de l'Union. Gestion du droit d'auteur au Bénin, une nouvelle carte numérique sécurisée pour les artistes. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Adam Bonitessi reçoit ses pairs de l'UMOA. Le matin, titre main tendue du chef de l'État à la classe politique. L'opposition refuse le dialogue. Construction d'une centrale électrique de 120 MW à Maria-Gleta. La BAD annonce une contribution de 27 milliards de francs CFA. Éducation, examen blanc nationaux à la une du quotidien le matin, 12,31% pour le BPC et 29,20% pour le bac dans le mono. C'est un titre à lire à la une du quotidien le matin. Plus de précisions dans les colonnes du journal. Le matinal titre appui de la BAD au PAG à l'horizon 2023, 375 milliards de francs CFA dans 12 projets. Après l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, les grands changements opérés, c'est à lire à la une du quotidien le matinal. Matin libre, titre Assemblée nationale, les présidents des commissions connus. Assemblée nationale, 8e législature à la une du quotidien Matin libre. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Une interrogation. L'opposition à propos de la main tendue. Un autre marché de dupes. Ouverture de postes dans les JNB, la vive réaction de l'intersyndicale. Nous passons au quotidien Le Progrès qui titre Assemblée nationale, la 8e législature pose ses marques. Les commissions techniques et les groupes parlementaires sont désormais connus. Gestion des populations en Afrique de l'Ouest, les questions de dividendes démographiques vont revenir les 10 prochaines années, d'ici Latif Dramani. C'est à la une du quotidien Le Progrès. Fraternité titre Assemblée nationale 8e législature, démission de tous les ministres députés. Les 5 présidents des commissions permanentes connus. Rachidi Badamassi retourne à la conférence des présidents. Le président Louis Vlavonou nomme les membres de son cabinet. Audience à la HAC, Zakat Latouji présente le bureau exécutif de l'UPMB. L'événement précis, titre l'ambassadeur du Japon, Kiyofumi Konishi, invité de Soulaba Palab de l'événement précis. La coopération entre le Japon et le Bénin connaît des avancées remarquables. Il annonce de grands projets japonais au Bénin pour 2019. À la une du quotidien, les 4 vérités. On peut lire lettre ouverte aux parlementaires béninois. L'ONG Alcré invite les députés à déclarer leur patrimoine. Message du chef de l'État à la nation. Talon invite le Parlement à rassurer l'opposition en procédant à la relecture du code électoral et la charte des partis politiques. Création du premier groupe parlementaire de la 8e législature. Jean-Michel Abimbola préside le groupe Bloc républicain. Le groupe parlementaire Bloc républicain se réclame de la minorité parlementaire. C'est un titre à lire à la une du quotidien Les 4 vérités. Plus de précisions dans les colonnes du journal. Animation de la vie politique au Bénin. Le parti politique au Front souverain lance un appel à l'opposition. À la une du quotidien Le Béninois libéré après l'adresse du chef de l'État et en application de son esprit, le siège doit être levé chez Yahi. Le siège doit être levé chez Yahi. Assemblée nationale, toutes les commissions installées. Naissance du groupe parlementaire Union progressiste, l'honorable Edmond Agua, premier vice-président,
pour le développement et la cohésion. Installation de la cellule genre et développement par le ministre Oussou, la femme au cœur de l'énergie au Bénin. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien. Le Béninois libéré, le meilleur titre ce matin à propos de la situation socio-politique. Patrice Talon annonce des discussions constructives avec la classe politique. 8e législature à la une du quotidien Le Meilleur, les ministres Maouyon Kakpo, Oswald Omeki, Fortuné Nouati et Alassane démissionnent au profit de leurs suppléants. CAN Égypte 2019, la liste provisoire des 30 joueurs dévoilée par Michel Dussuyer, c'est à la une du quotidien Le Meilleur. La dépêche titre message de décrispation attendue du président Talon, le chef peine à convaincre, et c'est allié à la une du quotidien La Dépêche suite au message du chef de l'État à la nation, la réaction de l'opposition. CAN 2019 Bénin, la pré-liste probable des écureuils du Bénin. Le leader du jour, c'est par ce journal que nous achevons la une de ce matin. Corneille Aïssel, le leader du jour, titre Assemblée nationale, le groupe parlementaire Union progressiste est né. L'honorable Marcelin Ahonokon, élu président pour conduire les 47 députés du Géant Baobab. Un dernier titre à la une du quotidien, le leader du jour. Je pense que nous allons mettre un thème. Freddy Corneille Aïssé, voilà, c'est ici que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin sur Matin d'Éden. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Anou Moriagua. Les quotidiens sont restés focalisés quand même sur la situation à l'Assemblée, les activités, le déroulement, les toutes premières activités à l'Assemblée nationale. La formation des groupes parlementaires, les commissions et autres. Certains sont revenus sur le message, le discours du chef de l'État ce lundi, justement, avec l'aide de Matin Toïnsi à la réalisation. On peut revoir la une du quotidien La Dépêche qui titre ce matin que le chef de l'État peine à convaincre. Êtes-vous de cet avis-là, Anou Moriagua? Je ne sais pas ce que la dépêche attendait du message du chef de l'État. Et puis, le chef de l'État n'était pas arrivé à travers son message pour convaincre. Je pense que ce n'était pas l'objectif de son discours. C'est un discours que le chef de l'État est venu, un message que le chef de l'État est venu passer à la nation pour que nous puissions faire le point des avancées par rapport à la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Et donc, je pense quand même que le chef de l'État n'était pas arrivé pour convaincre, il était arrivé pour passer un message, pour dire que nous avons fini de traverser le processus qui a connu des tumultes et puis présenter les condoléances, rendre hommage à certaines familles, saluer les forces des armées, saluer les militaires français et puis inviter l'Assemblée nationale au contrôle de l'action du gouvernement. Donc je pense que si tel est le message, je pense que il y a rien de convaincant. Ce n'était pas un discours, il n'était pas venu faire un concours d'art oratoire pour convaincre le peuple. Il est venu passer un message. C'est d'ailleurs pourquoi c'est intitulé « Message du chef de l'État à la nation ». Mais est-ce que, vu le contenu de ce message et par rapport à ce qui est attendu du chef de l'État justement après ces élections, les premières, après le système partisan, l'instauration du système partisan, une faible participation, 27%, un Parlement installé dans une situation un peu plus tendue, on pourrait même aller parler d'une situation d'ambiance un peu plus tendue, fortement militarisée l'Assemblée. C'était un peu plus lugubre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'effervescence, beaucoup d'ambiance.
Ensuite, voilà, un discours ou un message du chef d'État dans ces circonstances-là, vu le contenu de ce message par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce que vous, en tant qu'observateur de l'actualité, journaliste, en pensez? Non, si c'est moi, si ce n'est pas ce que... Est-ce que ce message est passé? Tout au moins, est-ce qu'on peut dire que ce message est passé? Ce message est passé, mais le problème est que est-ce que le peuple croit en la sincérité de ce message? C'est là où se trouve la question. Et si nous devons nous en tenir à ces 27% qui ont donc voté et ont installé le Parlement, la 8e législature, est-ce que le pourcentage qui reste, ça doit faire environ 63% ou 73%, calcul rapide, 73%. Est-ce que ces 73% croient en la sincérité du chef de l'État quand il invite le Parlement à contrôler l'action du gouvernement? Est-ce qu'avec un Parlement sans l'opposition, on peut véritablement faire une relecture des tests? Est-ce que nous pouvons véritablement contrôler l'action du gouvernement? Donc, quand même, sur ces questions-là, nous restons un peu perplexes. Donc, on se dit véritablement, est-ce que les choses se passeront comme les autres les législatures que nous avons connues? Est-ce que les lois ne passeront pas comme une lettre à la poste? Est-ce qu'on se pose plusieurs questions? Et donc, face à cela, on se dit oui, le chef de l'État devrait effectuer cette sortie-là, devrait-il l'effectuer un peu plus tôt? Peut-être que oui, mais l'essentiel est qu'il fasse cette sortie et c'est ce qu'il a fait. Et dans son discours, il a rendu hommage à notre confrère Fiacre Guidji et aux forces armées, aux militaires français qui sont allés délivrer ces otages de l'autre côté du Burkina Faso. Il a également déploré le fait que nous avons connu des morts, le processus nous a amené à connaître des morts, mais quand même, c'était des événements auxquels il fallait s'y attendre, parce que déjà, le signal était donné dès le départ, la tension était patente. Donc, on se disait que le peuple ne veut pas que nous avançons, et donc nous avons avancé. Bon, et voilà là où nous en sommes. Le message du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a appelé à l'union, à ce que le peuple colmate les brèches pour qu'on aille vers le développement? Oui, il a dit enraciner la démocratie au Bénin, converger nos forces pour combattre la pauvreté et aller vers le développement, une démocratie où on puisse véritablement faire les choses autrement et aller vers le développement. C'est cela, si c'est ce à quoi le chef de l'État nous invite, on s'en tient à cela. Mais quand on prend le quotidien Le Matin, qui a titré ce matin, main tendue, en fait, qui parle de la main tendue du chef de l'État, l'opposition refuse la main tendue du chef de l'État, l'opposition a d'ailleurs réagi. Est-ce que cette volonté d'ouvrir véritablement le dialogue aujourd'hui, est-ce que c'est venu un peu tard selon vous? L'opposition a-t-elle pris la bonne option, rejeter la main tendue du chef de l'État, Anoumouri Agua? Nous devons comprendre la position de l'opposition, puisque l'opposition a voulu dire non au processus, ou du moins a dit non au processus, a dit attention, ce processus-là, et si on avance comme ça, ça ne marche pas, nous, on n'est pas d'accord. L'opposition a clamé cela tout le temps. À la relecture de ce code et à la relecture, tout à fait. Mais on ne l'avait pas fait en son temps, mais oui, pourtant maintenant on ne l'avait pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? On ne l'avait pas fait à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, trouvé opportun maintenant. À la 7e législature, on ne l'avait pas fait. Et puis on n'a pas eu de répondant. On espérait que le chef de l'État appelle
les députés de la majorité, c'était majorité présidentielle, je crois, ou majorité parlementaire, le BMP, quand même à revoir leur position pour que nous puissions aller à la relecture. Nous avions déjà une contrainte de temps. Il fallait organiser les élections dans le délai. Mais tout ça, c'était des questions qu'on se posait et malheureusement, ça n'a pas été fait puisque cela arrangeait, on l'a dit ici maintes fois sur ce plateau, cela arrangeait certains députés de rester dans cette position qui pourra leur permettre de revenir à la 8e législature. Et vous l'avez vu, si on avait permis la révision des tests, la relecture des tests et que l'opposition participait aux élections, vous avez vu, 73% allaient voter pour l'opposition et donc on n'aurait pas eu la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Ça aurait défavorisé certains députés qui voulaient bien rester au Parlement et jouer le rôle qu'ils ont joué jusque-là. Et donc voilà, il y avait les intérêts personnels qui étaient entrés en jeu. Et donc par conséquent, la relecture n'était pas possible. Il fallait quand même distraire le peuple pour faire un passage en force. C'est ce qui a été fait et donc nous en sommes là. On prend acte, mais le chef de l'État invite à la relecture des tests. Devons-nous relire les tests sans la présence de l'opposition au Parlement? L'opposition se sent-elle aujourd'hui encore intéressée par cette main tendue? Il y a une autre configuration. Pendant que le vin est tiré, mais permettez-moi de dire que tout n'est pas fait, puisque l'opposition, c'est le moment plus que jamais de saisir la main tendue du chef de l'État, parce que... en faisant quoi concrètement oui, je vous le dis, je répète, c'est l'occasion plus que jamais de saisir la main tendue du chef de l'État, de saisir les autres occasions. L'opposition est toujours restée sur sa position, l'opposition rejette toujours l'élection, l'opposition réclame toujours des élections inclusive. Dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est difficile, mais il faudrait que l'opposition se lève et relève du passé, ce qui s'est passé, parce que nous avons d'autres, comment on appelle ça? Nous avons d'autres échéances électorales, d'autres priorités. Oui, je voulais dire, nous avons d'autres défis. L'opposition a d'autres défis à relever. Les élections ne sont pas... Les élections législatives sont terminées, certes, mais c'est le moment plus que jamais que l'opposition s'agresse, se lève et puis se batte pour que véritablement nous puissions les avoir au niveau des autres élections communales et présidentielles. L'animation de la vie politique. L'Assemblée reste le rôle-lieu de l'animation de la vie politique. Oui, on ne refuse pas. Avec cette configuration, c'est comme si aujourd'hui toute cette classe de l'opposition en réalité complètement dans le décor. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce qu'il est possible encore de revenir en arrière, de reboloter, de rejouer les cartes? Ce n'est plus possible. Donc on prend acte, l'opposition prend acte et puis se remet en selle pour pouvoir se préparer pour faire de nouvelles propositions. Oui, pour savoir que ce combat-là, nous avons perdu, c'est ça le combat, mais la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Donc il reste d'autres élections à venir. Donc il faudrait que l'opposition se mette rapidement en selle et cesse de s'apitoyer sur son sort par rapport à ce qui s'est passé afin d'aller conquérir les unes en ce qui concerne les autres échéances. Moi, c'est mon point de vue. Parce que on va rester là à tirer. Et bientôt, on ira aux élections communales. On remarquera que l'opposition n'est pas encore présente. Et après, on ira aux élections présidentielles. L'opposition n'est pas encore présente. Dès lors... que dirions-nous? Alors que nous avons encore des échéances, l'opposition prend acte et se met en selle pour aller conquérir les autres sièges en ce qui concerne les communales et l'élection présidentielle. On a vu quand même au cours de cette période l'opposition qui faisait ses propositions, qui exposait ses doléances. On a vu la société civile qui appelait le chef de l'État à revoir,
joué sa partition en tant que premier magistrat du pays et autres. Oui. On a entendu les cris des populations et autres, mais le chef d'État est resté quand même ferme sur sa position. Plus que ça. Vous avez oublié ce message des anciens professeurs des sommités. Au lendemain de l'installation de ce Parlement, le chef d'État fait un discours et dit, bon voilà, aujourd'hui, on a la main tendue au dialogue, on demande à l'Assemblée de revoir les textes et autres. L'opposition va se dire, mais attention... Il se moque de nous en quelque sorte. Et si vous avez suivi les réactions de Guy Mitop, c'est le moment pour l'opposition quand même de saisir la main tendue parce qu'on ne peut pas régler ce problème sans le dialogue. Pour moi, c'est vrai qu'on a vu quand même que le Rubicon a été poussé loin, mais je pense quand même qu'il va falloir que l'opposition change de stratégie. Oui, on a lu rapidement que l'opposition pense changer de stratégie, mais dans quel sens? On ne sait pas quelle stratégie. Et qu'elle s'organise mieux également. Qu'elle s'organise mieux. Moi, est-ce que ce processus, là où nous en sommes, est-ce que on peut encore faire un retour en arrière? La réponse, c'est non, puisque, pour être honnête, donc il vaut mieux ne plus regarder dans le rétroviseur et déployer d'autres stratégies pour véritablement contrer peut-être d'autres plans qu'on ignore pour le moment, qui sont peut-être en train d'être peaufinés. Pour, je ne sais pas, je dis comme ça, pour peut-être encore tendre un piège à l'opposition lors des communales ou bien lors des présidentielles à venir. Donc, il faudrait que l'opposition aussi travaille pour éviter tout ce qui pourrait leur barrer la route et pour se préparer véritablement à se faire représenter au niveau des communales et puis à se préparer pour l'élection présidentielle. Le chef de l'État a évoqué la loi concernant le statut de l'opposition. Et donc, si il est vrai que la 8e législature peut se pencher sur ces questions et que cela devienne une réalité, alors là, tant mieux. Et puis l'opposition doit véritablement se préparer parce qu'aujourd'hui, l'opposition sait, qu'on le veuille ou non, qu'elle a quand même un poids, d'après ce que nous avons lu dans les urnes en ce qui concerne les élections législatives. C'est ce que moi je pense. Merci à vous, Arnaud Moriagua. Je vous ramène sur un autre terrain que vous maîtrisez également très bien, la Journée mondiale de la biodiversité. La Journée mondiale de la biodiversité, la faune, la flore et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des avancées dans ce domaine-là? Pendant plusieurs années, il y a eu des luttes farouches contre la pollution de l'environnement, par exemple, nos milieux, nos lacs, lagunes et autres. Mais est-ce qu'on peut dire que ces luttes ont abouti? Aujourd'hui, si on descend sur la berge lagunaire au niveau du marché d'Antokpa, on remarque bien que les choses n'ont véritablement pas bougé, puisque les populations, il n'y a pas eu des méthodes à long terme qui ont été des décisions à long terme, des politiques durables, qui ont été mises en place pour la conservation de la gestion de la faune et de la flore. Et donc, les problèmes perdus, les populations continuent par déféquer, détruire. Comment on dit l'équilibre qui règne dans ces milieux. L'équilibre qui règne dans ces milieux continue de polluer les lacs, les lagunes. Et donc, je pense quand même que nous devons, nos gouvernants, les décideurs à divers niveaux doivent véritablement se pencher sur ces questions afin que nous ne répétons pas les mêmes choses chaque année parce que on va organiser des ateliers, une journée où on s'habille en t-shirt, journée de réflexion et après on ferme le calepin et puis c'est terminé, les réflexions sont bouclées, ça fait à l'année prochaine. Donc je pense quand même qu'on doit éviter de politique, de stratégie. On doit éviter de participer à cette roue qui tourne et qui ne fait que tourner avec des dépenses de budget, des budgets qu'on vote et tout ça, et que ça ne demeure que de 20 mots. Il faudrait que nous posons des actes. À l'essentiel. Qu'on aille à l'essentiel,
qu'on s'inspire des politiques des pays qui sont déjà très loin dans ces domaines-là, afin de protéger la biodiversité pour le bien-être des populations, des végétaux et des animaux dans nos milieux. Merci Anou Mori Agua.